Bonjour à tous, je m'appelle Luc Vermogoshi, je suis donc directeur de l'activité finance durable du cabinet de conseil Nexialogue Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé en finance et risques et assurances. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de traiter d'un sujet qui est tout aussi concret et complexe que le sujet précédent, comme l'a dit Vincent. Alors peut-être encore plus concret, pourquoi? Parce que l'actualité ne cesse de nous rappeler, et en l'occurrence l'actualité météorologique, que le risque de durabilité est palpable et on aura tendance à vivre contemporain d'une époque où il le sera de plus en plus, avec donc cette tempête, hein, vous l'avez vu hier, mortelle, qui a frappé le Val d'Oise, événement climatique quand même extrêmement rare pour la région. Et donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce sujet, sujet donc complexe aussi par sa définition, par la définition des termes du sujet. On parle souvent de risque climatique, on oublie souvent de distinguer donc le risque physique, les aléas physiques et climatiques, du risque de transition, qui est peut-être la catégorie de risque qui a d'abord été empruntée par le secteur financier, et c'est celle qui aujourd'hui est bien maîtrisée par les gestionnaires d'actifs et les banques, un peu moins peut-être que le risque physique. Et donc aujourd'hui, voilà, donc on va traiter de ce sujet, défis intellectuels, défis collectifs, mais aussi défis financiers et économiques, et j'ai la chance pour cela d'être entouré de 4 personnes extrêmement pertinentes pour traiter du sujet, que je vais laisser se présenter, issus donc de la gestion d'actifs, mais aussi des fournisseurs de données ESG, de FinTech ESG. Est-ce que peut-être vous pouvez peut-être vous présenter en un mot de droite à gauche, Mathieu? Merci, Mathieu Morin, donc CEO et cofondateur d'Iceberg Data Lab, donc FinTech, spécialisé dans les solutions de données environnementales à destination des institutions financières. Bonjour à tous, Jean-Philippe Martin, moi je suis le directeur général de la branche Asset Management du groupe Fiducial. Et nous, on est, dans ce panel-là, on est des gestionnaires d'actifs réels très, très précis, soit de l'immobilier, soit des forêts. Bonjour, Denis Devnaren. Donc, moi, je suis le Chief Product Officer chez Amundi Technologies. Donc, l'équipe produit, on s'occupe de la stratégie et des évolutions fonctionnelles de la plateforme Alto, qui est utilisée par le groupe Amundi pour l'ensemble du cycle de vie de la gestion de portefeuille. Et c'est aussi utilisé par nos clients. Et bien sûr, dedans s'inscrit la partie durabilité, qui est une part importante. Et Aymeric Richard, cofondateur d'ISR Select, qui est une plateforme à destination des conseillers financiers pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'on trouve dans les fonds d'investissement en termes d'ESG, et faire leur sélection et composer leurs allocations. Voilà. Merci à vous. Alors on a fait le choix d'orienter les discussions autour de trois grands axes pour traiter le sujet. Le premier, c'est la question de la donnée, évidemment, qui est le socle commun de toute évaluation et de toute projection possible sur le risque climatique et le risque de durabilité aujourd'hui. La seconde, c'est l'étape 2, c'est-à-dire comment on intègre ce risque dans nos modèles, dans nos décisions, dans nos stratégies, pour faire simple, dans les processus critiques de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs. Et enfin, on aimerait discuter des projections que chacun d'entre vous est en mesure de faire aujourd'hui sur le climat, pas forcément en vous détachant des scénarios qui sont élaborés par des experts du sujet, que nous ne sommes pas, mais en tout cas vos projections sur les portefeuilles, sur votre activité, et peut-être un regard critique sur les modes, les usages, en tout cas liés au risque climatique, au sein des institutions financières aujourd'hui. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que toute bonne évaluation du risque climatique aujourd'hui doit encore, et j'insiste sur le encore, passer par un enrichissement des bases de données ESG et climat, et est-ce que il faut continuer à faire des efforts sur ce volet-là? Et je crois que la question s'adresse en premier à Aymeric. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà aujourd'hui, en 2025, on n'est pas du tout au même stade qu'il y a encore 5 ans, j'allais dire, où on était plus dans une phase qui était encore relativement expérimentale. Et aujourd'hui, on a des outils. Voilà, on a des outils qui ne sont pas parfaits, mais qui existent et qui sont partagés, pour lesquels on doit encore avancer sur la fiabilisation, sur l'harmonisation, sur l'utilisation et sur les aspects réglementaires.
Mais quand on regarde plus précisément, ben, on a des scénarios NGFS, on a des bases de données environnementales CDP qui sont assez bien couvertes, puisque c'est 70% de la capitalisation boursière. On a SBTI qui permet aussi de mesurer et de valider les trajectoires en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, on a les standards comptables. Alors ça, c'est un autre sujet qui est un petit peu, qui dérape un peu en ce moment, mais qui a avec la volonté quand même d'harmoniser les pratiques comptables et les rapports extra-financiers. Donc ça, c'est l'état des lieux sur l'existant en termes d'outils. Et puis après, c'est sûr qu'on a des sujets d'harmonisation qui sont évidents, hein, qui permettent aussi de pouvoir rendre les choses comparables. Et ça c'est pas encore tout à fait le cas. Puis il y a des trous dans la raquette. Des trous dans la raquette, par exemple, sur la biodiversité, où on a aujourd'hui moins de 10% des acteurs qui disposent d'indicateurs de biodiversité. Qu'est-ce que oui, et puis sur le scope 3, par exemple, on a aussi des manques de données dans cette partie-là. Moi, j'ajouterais juste à tout ça aussi un point de vigilance actuel sur la stabilité et le réalisme réglementaire. Je pense qu'on a besoin de réalisme avant tout, de pragmatisme face à des idéologies qui sont contraires. Et donc, si on veut avancer sur ces sujets-là, il faut avancer de manière complètement pragmatique pour aider tous les acteurs à disposer de données fiables. Lequel d'entre vous souhaite rebondir sur la robustesse des référentiels de données? Peut-être Mathieu, Avec plaisir. Alors, je pense que si on parle de la robustesse des données, il faut distinguer deux choses, la donnée primaire et les modèles, ce qui permet donc de reconstituer de la donnée lorsque la donnée primaire est absente. Donc, la donnée primaire, c'est-à-dire la donnée reportée par les sociétés. Donc, bon, là-dessus, d'abord, je me fais l'écho de ce que vient de dire Aymeric sur la fragilisation du cadre, puisqu'évidemment, dès lors qu'il y a une rétractation des obligations de reporting, il va y avoir une rétractation de l'accès à la donnée primaire. Mais même si on fait preuve d'un optimisme démesuré, la donnée primaire environnementale aujourd'hui, y compris la plus mature, c'est-à-dire la donnée climat, pour être très clair, ne permet pas à un investisseur de travailler au sens où le régulateur lui demande, c'est-à-dire d'avoir un reflet sincère des risques, et donc des risques climatiques contenus dans un portefeuille. Pourquoi ? Essentiellement en raison de problèmes d'homogénéité et de qualité de la donnée. C'est-à-dire que là où les choses sont relativement claires, normalisées, auditées au niveau de la donnée financière, au niveau de, même encore une fois, de la donnée la plus mature, qui est la donnée climat, on a un florilège d'erreurs. On a déjà vu des reportings dans des grandes sociétés cotées asiatiques, reportant l'empreinte carbone totale comme étant en scope 1 moins scope 2, une autre scope 2 moins scope 1, encore mieux. Je peux vous donner les noms en off. Et donc, bon, voilà, shit in, shit out, comme dirait l'autre. Donc, le contrôle qualité de cette donnée par un tiers expert reporté est indispensable. Le deuxième sujet, c'est qu'on commence à avoir de la déconsolidation sur motif environnemental. Et je vais m'en expliquer dans 2 secondes, parce que ça fait lien avec le troisième sujet. Et là aussi, je reviens sur ce qu'a dit Aymeric, c'est le scope 3. Le problème de l'absence du scope 3, c'est que c'est de 80 à 90% des risques. Et donc, se fonder uniquement sur des données reportées qui n'incluent pas le scope 3 revient à, je ne sais pas, faire une analyse financière en regardant uniquement un compte de résultats et jamais un bilan. Bon, jusqu'à quel point l'analyse financière sera correcte, je vous laisse inférer les conclusions qui s'imposent là-dessus. Et donc cette déconsolidation sur motif environnemental
On l'a vu dans au moins un cas qui, je pense, s'explique par l'essor de la gestion passive d'une part et de critères calculés uniquement sur Scope 1 et 2, puisqu'on a vu un grand groupe européen afficher une division par 2 de son intensité carbone, calculée sur le Scope 1 et 2, en reclassifiant une partie de ses activités intensives en investissement et donc en les passant dans le Scope 3. Donc si vous travaillez uniquement avec les données primaires, même dans un monde idéal où le périmètre de la CSRD reste par exemple très étendu, il y a besoin effectivement de travailler, d'enrichir ça avec des modèles donc. Et donc pour en venir aux modèles, oui aujourd'hui on a des modèles qui sont suffisamment robustes. On n'a pas un GPS qui va donner un signal très précis, mais on a aujourd'hui des modèles d'évaluation d'empreintes qui notamment viennent de l'analyse de cycle de vie, que ce soit pour les impacts sur toutes les pressions primaires, donc climat, consommation d'eau, artificialisation des sols et donc in fine biodiversité, qui sont suffisamment robustes pour permettre à un investisseur de faire ce que lui demande le régulateur, c'est-à-dire d'avoir une cartographie de ses risques, de faire de l'engagement et d'avoir une politique de gestion identifiant les sociétés les plus à risque ou les plus impactantes, que ce soit sur les thématiques climat ou thématiques biodiversité. Ok, merci, le constat est très clair. Malheureusement, face à cela, le régulateur semble poursuivre en fait sa trajectoire de réduction des obligations faites de reporting, en tout cas aux acteurs les moins gros. Et donc on tend à se retrouver dans une situation où on aura beaucoup moins de données qu'aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup moins de données reportées. Face à cela, comment Amundi compte réagir et comment Amundi compte collecter toute la donnée ESG et la donnée climat qui est nécessaire pour prolonger en fait son activité déjà de gestion d'actifs tout court et de gestion d'actifs ISR en particulier? Oui, non, pour nous, ça reste. On a mis toute une structure et une modélisation en place qui permet vraiment de couvrir l'ensemble des besoins de données dont on a besoin. Il y a deux parties, hein, donc Émeric et Mathieu en ont parlé. Il y a une partie, la fiabilité de la donnée. On a des données très fiables sur la partie ESG. On a énormément de sources. Donc nous-mêmes, chez nous, on intègre plus d'une vingtaine de sources différentes. Et à partir de ces sources, la notion de modèle et de données brutes, comme Mathieu en parlait tout à l'heure, est importante parce que derrière, nous-mêmes, on va reconstruire avec ces 25 sources, je crois, on va reconstruire nos propres données, on va reconstruire nos propres séries pour pouvoir les appliquer dans nos modélisations. Donc ça, c'est vrai, bien sûr, pour la partie ESG. C'est peut-être un peu moins vrai pour la partie climat. Donc on verra comment on peut y pallier de notre côté. Pour la partie biodiversité, on travaille d'ailleurs avec Iceberg Data Lab en tant que partenariat pour modéliser le risque de biodiversité au niveau de nos équipes. Donc on arrive à maintenir, et on a mis un écosystème chez nous pour maintenir, malgré la diminution des données, on va dire, obligatoires publiées. L'autre point qui est important pour nous, c'est, on va dire, l'historique, les time series. Donc c'est plus complexe, parce qu'il faut vraiment aller rentrer dans la modélisation plus profonde pour les définir, pour les redéfinir, les benchmarker, les restresser. Et donc ça, c'est quelque chose où on met beaucoup d'accent. Il y a énormément de données qui sont disponibles, mais il y a des données qui sont, on va dire, en mode non structuré, ou qu'on doit extrapoler. Donc on a mis en place même un outil pour le faire, pour capturer ces données, tu en parlais tout à l'heure, et après les retravailler dans un modèle, en data scientist, etc., pour le sortir. Donc cette historique des données est peut-être la partie la plus importante, surtout lorsqu'on on se projette, si on parlait aujourd'hui du climat, où on va dans des horizons très, très lointains. Entendu, oui, effectivement. Alors depuis tout à l'heure, on parle de données liées à des contreparties, côté ou non côté d'ailleurs, en tout cas à des entreprises. Jean-Philippe, comment vous faites pour collecter des données on sait à peu près comment vous faites, mais en tout cas, comment vous projetez d'être dans une démarche améliorative par rapport à cette qualité de données et cette gouvernance de la donnée quand elle est liée à des actifs, on va dire, réels, comme à des forêts ou de l'immobilier? Alors, oui, moi j'ai une vision très pragmatique, très terrain de tous ces sujets-là, c'est-à-dire qu'au-delà de la donnée et de la data, nous, c'est notre quotidien, donc on le vit. Donc on achète des forêts d'un côté, et quand on achète des forêts, on les achète pour les garder
Et quand on achète de l'immobilier, on l'achète pour le garder. Donc effectivement, la durabilité, c'est la raison d'être de l'entreprise, d'un gestionnaire comme nous qui gérons des CPI d'un côté, des groupements forestiers de l'autre. De toute façon, on est parti pour 20, 30, 40, 50, 100 ans. Donc on existe depuis 50 ans. On achète des forêts quasiment une par mois. On n'en a jamais vendu une seule. C'est-à-dire on les achète, c'est pour les garder. Donc forcément, bien évidemment. Alors nous, il nous faut de la data en amont, pour être sûr qu'on achète des choses qui vont être justement pérennes, durables. Mais là, la boule de cristal n'existant pas, on se réfère effectivement à ce qu'on vient de dire, hein, plein de données qui sont aujourd'hui quand même assez sérieuses, assez, documentées. Ce qui nous manquerait, nous, presque en termes de données, c'est plutôt les données de dans 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire la projection de savoir où est-ce qu'il va y avoir des tempêtes, où est-ce qu'il va y avoir des sécheresses, où est-ce que les dépérissements des sols vont toucher tel ou tel massif forestier. Bon, mais ça, effectivement, il y a déjà des systèmes de projection, prospectifs, mais tout ce qui est données très actuelles, très disponibles, nous, en tant qu'acteurs, investisseurs, donc nous, on collecte de l'épargne de vous et moi, hein, et puis on achète avec des biens qui doivent avoir une durabilité. Donc on ne peut pas faire outre. Et nous, je dirais que la réglementation, elle est plutôt un sparring partner challengeant. Sur les forêts, on doit faire des plans simples de gestion à 30 ans. C'est une obligation. Autrement, nos forêts ne sont pas acceptables pour le PEFC, c'est-à-dire la norme de gestion du bois durable. L'ISR, 80% de nos bâtis, nos immeubles, des pieds d'immeubles, des commerces, des bureaux, etc., sont labellisés ISR. Donc tout ça, finalement, c'est plutôt quelque chose qui nous pousse, qui nous challenge. Tout ça pour que l'investisseur final, c'est-à-dire nous, on agit pour compte finalement des épargnants qui nous ont fait confiance, nous demande aussi des comptes dans les différents conseils de surveillance et autres. Donc tout ça, je pense que c'est un écosystème qui est quand même plutôt aujourd'hui assez pragmatique, assez réel, assez palpable, on le disait tout à l'heure. Après, tout ce qui est données très théoriques, nous, c'est pas tout à fait notre monde, en fait. Il faut qu'on fasse avec, mais on arrive vite sur le terrain et vite sur des choses très concrètes, en fait. Entendu. Bon, ça nous amène à notre deuxième thématique. Alors, j'ai pas l'heure, hein, mais je pense qu'on est dans les temps. On va parler plus du risque en tant que tel et comment vous l'appréhendez. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a énormément d'approches sur le sujet. Le régulateur n'est pas encore tout à fait, je dirais, il est clair, mais il n'est pas clair dans l'interprétation du texte. Lui, il est clair, mais est-ce que nous, on interprète clairement son texte en tant qu'acteur financier? Honnêtement, à titre personnel, j'en suis pas sûr quand je fais le tour des banques et des assurances et de gestion d'actifs français. Donc, ça peut être intéressant de vous sonder là-dessus, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir comment vous intégrez, comment vous mesurez votre risque en fait, de durabilité sur vos fonds ou sur comment vos clients, si vous êtes fintech ou data provider, intègrent un peu ce risque. Et donc, moi, j'aimerais poser la question d'abord à Mundi, qui peut peut-être avoir un regard assez général sur le sujet. Denis. Oui, donc nous, tout à fait, on a une vision vraiment complètement intégrée. Je vous parlais de notre plateforme Alto, c'est vraiment intrinsèque. On a mis en place une structure importante. On a différents niveaux. Si on regarde comment on intègre des modèles, pour nous, c'est un vrai risque matériel. Donc sur les fonds que gérés pour Amundi et pour nos clients. D'accord, donc on doit calculer. Donc on a les approches, on va dire standard, le risque physique. Qu'est-ce que ça représente, le risque physique climatique par rapport à... On utilise une approche standard de Monte-Carlo. On fait une simulation sur les dommages liés aux événements extrêmes, des cyclones, des sécheresses. Et on voit la distribution dans le temps, d'où la nécessité, bien sûr, d'avoir des données à peu près fiables et projetées et de la modélisation. Donc ça, c'est vraiment le risque physique qui est local, qui va avoir un impact sur certains secteurs et certaines catégories d'entreprises même, donc de façon très, très précise. La deuxième approche, c'est plus, on a des fonds investis sur différents axes avec nos différents portfolios modèles, donc on va voir le risque de transition, on peut l'appeler le risque de contagion par rapport à un secteur vers l'autre.
comment ça va comment ça va se passer si on veut respecter, on va dire, les préconisations de transition par rapport à 1,5 degré, 2 degrés, etc. Donc là, on a mis en place une modélisation, on ne l'a pas fait tout seul, avec le MIT. On a défini un modèle qui permet, à partir d'un secteur, d'une région, de diffuser un peu ce risque de point de vue macroéconomique et des politiques, on va dire, de transition, et comment ça va impacter les futurs, on va dire, les futurs cash flows des entreprises. Donc, les futurs rendements de nos portefeuilles, gérés pour Amundi et pour le compte de nos clients. Et bien sûr, sur tout ça, on va rajouter une couche de stress testing pour pouvoir stresser encore plus avec des scénarios de NGFS, mais d'autres. Vraiment faire du stress test et voir quels sont les différents paliers par rapport au coût carbone et qu'est-ce que ça va donner en termes de, à nouveau, risque physique et risque de transition. Pour tout cela, on s'appuie beaucoup sur l'IA. On a commencé à vraiment exploiter ça depuis au moins 18-24 mois. Et on a intégré récemment aussi l'impact le fait d'utiliser l'IA avec les data centers dans nos modélisations, parce que ça va aussi créer un biais. Donc on essaie de voir l'ensemble de la gamme. C'est intéressant, c'est une approche en contagion, donc en contagion par secteur. Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment une dépendance. Et suivant la structure des portefeuilles, des fonds qu'on gère et des thématiques, on a besoin de voir ce profil. D'accord. Selon vous, Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui comme données ou comme accompagnement réglementaire pour réussir, alors je dirais peut-être pas forcément à avoir une vision aussi granulaire, aussi prospective et aussi claire sur vos portefeuilles, mais qu'est-ce qui vous manque pour correctement évaluer vos risques de durabilité, par exemple sur l'immobilier? Sur l'immobilier, donc nous, pareil, hein, il y a des politiques de risque, il y a des politiques effectivement de contagion, de transition. Sur l'immobilier, on fait très attention à quelque chose, c'est la réversibilité des biens, puisqu'on a une certitude, c'est que le bureau ou le commerce qu'on achète aujourd'hui, qui répond à certaines normes, puisque de toute façon, s'il n'est pas déjà ISR, on ne va plus investir dedans. On transforme en best in progress. Nous, on est dans le système best in progress, donc on améliore petit à petit ce qu'on avait déjà en portefeuille, en stock, hein, comme bien immobilier. Et puis, à chaque fois qu'on est aujourd'hui en process d'achat, bien évidemment, on le fait passer au tamis des différents critères pour que, bien évidemment, il respecte déjà. Mais on a une certitude, c'est que dans 10, 15, 20 ans, il ne sera plus dans les usages de ce que demanderont les futurs locataires de ces biens-là. Et donc, on a beaucoup de réflexion dans nos politiques de risque et d'investissement sur la réversibilité. Et dans 10 ans, qu'est-ce qu'on en fait si jamais les normes changent ou si même le comportement du consommateur, donc le locataire, fait qu'il demande autre chose. On est beaucoup bousculé sur, par exemple, dans des biens haussmanniens parisiens qui n'ont pas toujours la climatisation, qui n'ont pas toujours, et on a encore vu la fenêtre du Louvrière, qui ne sont pas dans les normes en adéquation avec ce qu'on devrait avoir sur des vraies fermetures énergético-responsables. Voilà, donc tout ça, effectivement. Et là, il nous manque un peu de data. Ces datas-là, il nous les manque un peu pour se projeter en disant, mais dans 10 ans, la réversibilité de tel ou tel bien, surtout qu'on investit un peu partout en France, sur différents types de biens. Donc, bien évidemment, c'est très compliqué, hein, c'est même complexe. Posons la question maintenant aux sous-traitants, aux fournisseurs de données, aux fintech. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de la part de vos clients en termes d'intégration du risque? Est-ce que vous pensez que la mesure est faite correctement? On a déjà parlé de la donnée, mais qu'est-ce qu'ils en font? Comment ils l'intègrent dans leurs décisions, Aymeric, dans leur stratégie, soit stratégie d'investissement, mais aussi stratégie de financement pour une banque ou stratégie d'assurance? Alors, nous, si je parle de notre métier, enfin de DSR Select, on va écouter en fait. On va écouter les gérants sur la manière dont ils ont justement apprécié les risques, dont ils ont tenu compte de ces paramètres dans leur choix d'investissement, pour les clarifier auprès des conseillers financiers, pour qu'eux-mêmes puissent construire leurs allocations en tenant compte de ces paramètres.
C'est ça notre mission. Donc nous, on n'est pas en amont de la chaîne, on est plutôt en aval. Et on va essayer de comprendre comment les gérants ont traité et travaillé cette matière. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aussi aider les conseillers financiers à prendre en compte ces critères dans leur sélection de valeurs. Et ça, c'est un énorme travail, puisqu'aujourd'hui, j'allais dire que c'est le maillon de la chaîne le plus faible, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on a créé notre plateforme, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des vieilles habitudes qui est de construire son allocation sur performance risque, mais sur la notion de risque classique, sans tenir compte de la partie risque climatique. Et donc, on a tout un effort pédagogique pour expliquer ce qui se passe en amont, quels sont les types de data qui existent, quelles sont les notions, et qu'est-ce que et en quoi ça doit être pris en compte dans un portefeuille pour les années à venir. Voilà. Et en quoi ce serait un risque de ne pas en tenir compte. Voilà. Donc c'est plus à ce niveau-là, nous, qu'on intervient, en l'occurrence sur ces notions-là. Partagez ce constat, Mathieu. Oui, tout à fait. On observe généralement 3 étapes dans l'intégration, dans la gestion de ce type de risque. La première, la plus binaire, qui est l'exclusion. Je ne veux pas de tel type d'activité dans mon portefeuille. La deuxième, qui est la sélection, l'identification des sociétés les plus exposées et les moins exposées. La troisième, celle qu'a évoqué notamment Denis, avec les Monte Carlo, qui est l'analyse par scénario, qui aujourd'hui est relativement mature dans le climat, pas du tout sur les sujets nature, biodiversité. Du point de vue du data provider, je ne vous étonnerai pas en vous disant que de notre point de vue, la qualité de ce qui peut ressortir en termes de cartographie, analyse des risques, qu'on peut voir chez un certain nombre d'acteurs, dépend en grande partie évidemment de son modèle, mais aussi des données utilisées, ce qui nous ramène à la nécessité d'avoir un contrôle qualité et un enrichissement par de données modélisées, des données primaires et une bonne symbiose entre les deux. Je ne peux que citer de nouveau l'exemple du scope 3 pour les thématiques climat, par exemple, qui, si elles sont absentes, à mon sens, ne peuvent pas donner un résultat pertinent en termes typiquement de projection et d'analyse de scénario. Entendu. Alors, on n'a pas parlé d'engagement actionnarial aussi, mais ça peut être un des leviers de gestion de portefeuille au passage. Merci à vous 4. Alors, ça nous conduit peut-être à parler du sujet le plus passionnant, je pense. C'est un peu votre vision prospective à vous sur les 75 prochaines années. Où est-ce qu'on va atterrir, en fait, si on atterrit en 2100 et pas avant, voilà, quelle est votre vision, est-ce que vous partagez les constats du NGFS, qui d'ailleurs s'est autocorrigé, parce qu'il a publié un certain nombre de scénarios en mai, court terme, un peu différent de ce qui avait été publié auparavant, avec une prise en compte un peu plus importante du risque physique, cette fois, ce qui colle à la réalité, qui n'était pas forcément le cas du premier jet de scénario, qui pourtant font consensus aujourd'hui. C'est-à-dire que Amundi, vous les utilisez, les banques les utilisent, le régulateur les utilise. Donc qu'est-ce que votre expérience en fait vous permet d'affirmer ou de ne pas affirmer sur notre avenir et particulièrement celui des acteurs financiers. Je pose la question à Jean-Philippe peut-être pour commencer. Oui, il y a à la fois de la lisibilité. Alors 75 ans, je ne sais pas, mais quand la loi Elan est sortie, je prends cet exemple-là avec le décret tertiaire, donc 2019-2020, on nous a tout de suite projeté en 2030-2040. Voire 2050, avec des points de passage très précis en termes de pourcentage de consommation d'énergie à atteindre à la baisse. Enfin oui, à atteindre à la baisse. Donc je dirais qu'à la fois, ça paraît loin, mais c'est du concret de tous les jours. Donc
Donc on est quand même dans des sujets assez pragmatiques, hein. On sait que si on refait le toit d'une usine aujourd'hui, elle va gagner 15, puis 20, puis 25% d'énergie. Et donc on va se projeter tranquillement, qui va piano va sano, comme disent les Italiens, mais normalement on devrait atteindre un 2030, un 2040, en ayant effectivement réduit de 40% la consommation énergétique. Alors ça, c'est des choses assez simples, appréhendables, mais il faut aussi parler des choses qui sont appréhendables et simples, parce que si on ne se nourrit pas de petites victoires, bien évidemment, on peut prendre le sujet et se dire, bah, dans 50 ans, on y sera toujours, et c'est très compliqué. Donc il y a des choses quand même assez lisibles, en fait, hein. Et là, comme on disait tout à l'heure, il y a toute la donnée nous, on s'appuie sur une société qui s'appelle DeepKey, qui nous fait toutes ces relevés-là, parce que bien évidemment, on ne peut pas le faire tout seul, hein. Nous, on a à peu près 800 actifs. Donc, bien évidemment, il faut qu'on s'appuie sur des startups, des scale-up, des sociétés de conseil qui nous aident là-dessus. Donc, ça, c'est une chose. Après, il y a effectivement, si on veut extrapoler un peu, puis se dire, bah, il faudrait qu'on existe quand même encore dans 50, 100 ans, là, honnêtement, c'est très compliqué. L'horizon manipulable aujourd'hui, à part d'être... sur le climat, on peut encore arriver à avoir des extrapolations très longues, mais sur plein d'autres choses, c'est quand même assez complexe, hein. Donc, voilà. Mais nourrissons-nous aussi des victoires du quotidien et assez lisibles quand même. Ouais. Oui, je rajouterais dessus, Luc, c'est que oui, on a beau avoir les données, c'est important, les modèles mathématiques, c'est important, mais après, il faut un engagement. Donc tu parlais tout à l'heure de l'engagement actionnarial, c'est clé. On a énormément de présence, donc ça nous amène à nous renforcer encore plus notre action de ce côté-là, côté Amundi. Il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, mais la gestion des controverses, parce que les controverses, ça va avoir un impact, toute la partie durabilité, et on le voit, ça va apparaître de plus en plus. Donc là aussi, ça demande un renforcement de ce côté-là. Donc il y a des éléments beaucoup plus directs, concrets, par rapport à la gestion de portefeuille, et en tant que grand acteur, où on peut influer directement. Cette tempête dans le Val d'Oise, vous l'aviez prédite avec vos modèles Amundi? Non. Alors, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye justement, avec l'IA, de ramener les éléments jusqu'à des points de géolocalisation. Donc, je vérifierai avec les équipes. C'est vrai que les assureurs sont quand même un peu plus en avance sur la granularité géographique des impacts climatiques je crois qu'on y descend jusqu'à 8 km² ou voilà, des choses comme ça, notamment pour les usages liés à tout ce qui est retrait, gonflement des argiles, etc. Du coup, typiquement pour l'immobilier. Aymeric, peut-être ta vision sur le 21e siècle? Ouais, je rebondis juste sur les assureurs en disant qu'ils ont aussi le temps long, en général, dans leurs investissements. Et que c'est aussi des acteurs qui, du coup, peuvent soutenir la transition de manière peut-être plus proche de leur modèle que d'autres. Parce que l'enjeu, c'est aussi d'embarquer les flux financiers pour la transition. Et aujourd'hui, il y a moins de 5% de l'investissement mondial qui est aligné avec le scénario de 1,5 degré. Voilà. Et donc, moi, je pense que ce qui est important pour pouvoir atteindre les objectifs dans les 75 prochaines années, c'est de pouvoir embarquer, en tout cas, tous les investisseurs à la fois sur la transition, sur les problématiques climatiques, de manière plus générale sur l'ESG, sur l'impact, à travers les différents véhicules qui existent. Là, on a des exemples de véhicules qui sont les fonds d'investissement cotés, des fonds qui sont plus tournés vers l'immobilier, vers le foncier. Mais on a toute catégorie, y compris du private equity sur l'impact, et toutes les innovations qui sont dans ce domaine et qui doivent être soutenues. Voilà. Et je pense qu'on a des réglementations qui soutiennent l'investissement dans le domaine des investisseurs institutionnels, du corporate, mais du côté des particuliers, il y a un vrai sujet, puisqu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a la moitié des épargnants qui sont prêts à faire quelque chose, mais il n'y en a que 15% qui se sont vus proposer l'investissement durable.
Donc il faut pouvoir aussi, et c'est notre combat, pouvoir aussi accompagner la tranche intermédiaire qui est celle des conseillers, et donc de les former, de leur donner les outils adéquats. Effectivement, c'est intéressant de rappeler qu'on n'est peut-être pas en train de respecter la trajectoire des accords de Paris, qu'on est un peu en train de diverger. Et cette divergence, on peut se poser la question, Mathieu, est-ce que vos données vous laissent transparaître voilà, une prolongation de cette tendance ou pas? Et si oui, est-ce qu'elle sera inversée ou inversable? Alors, il y a des... Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. Il y a des boucles de rappel, puisque au début, tu nous invitais à nous projeter à 2100. Et je pense qu'on se réfugie un peu trop parfois, en particulier dans le secteur financier, dans une fausse sécurité, en se disant que c'est des enjeux de long terme, des enjeux et donc des risques de long terme. Je pense que les institutions financières doivent prendre la mesure du fait que ces risques de long terme peuvent avoir des effets de court terme relativement substantiels. On fête les 10 ans du fameux discours de Mark Carney à la Lloyds, dans lequel il a évoqué non pas 2 mais 3 risques. Le troisième étant le liability risk, c'est-à-dire le risque que les personnes subissant des risques se retournent en remboursement du préjudice et des responsabilités vers les acteurs responsables. On a vu des incendies en Californie, dans des zones ultra high net worth. On a découvert à cette occasion-là qu'un certain nombre d'actifs, donc de maisons, de résidences, etc., n'étaient plus assurés car plus assurables. Donc j'ai déjà la prise en compte par les marchés de la non-assurabilité d'un certain nombre d'activités en raison de leur exposition à des risques physiques extrêmes ou à des risques de transition. Bon, ben, la non-assurabilité d'un actif veut dire sa non-opérabilité, veut dire que ben, ça vaut zéro en fait. Voilà. Donc ça, le jour où c'est pricé par le marché, ça s'appelle une dépréciation d'actifs, et ça, c'est pas un risque de 2100. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer quand ce genre de situation va se multiplier? Ben, il y a un payeur de dernier recours qui s'appelle l'État, qui va payer. Et en général, les États, même l'État californien, sont solvables jusqu'à une certaine mesure et donc vont se retourner derrière. Et vers qui? Des sociétés très émettrices de GHG et celles qui les financent. Et donc, ceux qui partagent le douteux privilège d'être les plus expérimentés se souviennent d'une situation similaire où, au nom de bonnes intentions, l'accès à la propriété dans ce cas-là, aujourd'hui, le prix du pétrole aux États-Unis, parce que Trump ne parle pas de gaz à effet de serre toutes les semaines. Par contre, il parle toutes les semaines du prix du gallon pour le consommateur américain. Amène à casser le thermomètre, à influencer la politique de l'offre et donc à découpler le couple prix-offre. Et donc ça mène invariablement à une mauvaise allocation des investissements et à un mauvais pricing du risque. Et donc ce qui va se retourner, ce qui va se passer, c'est que les États vont se retourner contre notamment les institutions financières qui disent oui, ça existe, les risques climatiques, etc., je prends ça en compte, mais qui n'ajustent pas leur politique de financement ou d'investissement en conséquence. Et ça, c'est un risque, le risque de liability. Le jour où il se manifeste suite à du risque physique, qui engendre un risque financier qui n'est pas un risque financier à 2100. Donc, sur le respect de la trajectoire climatique globale, je ne peux que me référer à plus savant que moi, c'est-à-dire les travaux du GIEC et de l'IPCC. Mais quant à sa matérialité sur le secteur financier, elle est difficilement quantifiable. En revanche, je pense que l'horizon de temps dont on parle est potentiellement beaucoup plus court que ce que beaucoup d'acteurs ont en tête. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé assez récemment dans la tête du régulateur. Le régulateur n'est peut-être pas pricé le backlash ESG qu'on a eu cette année. Alors, on a beaucoup parlé de backlash ESG, on a beaucoup parlé de trade-off entre durabilité et compétitivité. Et donc, cette année, on a eu tendance un peu collectivement en finance à déprioriser un certain nombre de projets ESG voilà, sur l'autel de la compétitivité et de la performance. Est-ce que,
vous partagez ce constat et si oui, est-ce que le risque que ça se prolonge et peut-être notamment à cause d'effets géopolitiques ou en tout cas de politique nationale, la théorie voilà, du passager clandestin, on va dire, qui pourrait être un rôle endossé par l'une des grandes puissances de ce monde, pourrait nous conduire à voilà, prolonger cette vision de déprioriser l'ESG au profit de la compétitivité. Alors, question complexe, mais si quelqu'un veut se lancer, sinon je... En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer d'être court, hein, c'est qu'on est dans l'autre sens. Hein. On fait ce qu'on va appeler un double down. On a des équipes vraiment importantes sur ce sujet. Pour preuve, hein, on voit récemment, il n'y a pas longtemps, on a gagné un fonds, un mandat de plus de 20 milliards, uniquement sur les critères de la bonne gestion, des gestions de portefeuille climat. Donc, et on voit d'autres appels d'offres dans ce sens-là. Donc oui, il y a, on va dire, il y a des controverses étatiques, on va dire, mais non, on ne voit pas de... Il y a la profitabilité. Lorsqu'il y a un risque, il y a un reward. Et en fait, il faut savoir en profiter, il faut l'intégrer. C'est pour ça qu'on fait de la modélisation, pour pouvoir se couvrir. Mais il faut aller dans le bon sens et aider à gagner du temps. Et comme disait Mathieu, c'est quelque chose qui n'est pas un horizon si long terme. Donc l'impact sur les portefeuilles, nos portefeuilles sur nos clients, il est medium term, donc il faut le prendre en compte maintenant et participer dans le bon sens. Ouais, nous, c'est un peu dans la même veine, hein, avec un prisme un peu différent. On n'a jamais eu autant de demandes d'épargnants qui viennent par exemple sur nos groupements forestiers. Donc ceux qui viennent sur le groupement forestier, c'est un achat à la fois plaisir, un achat durable, un achat vert. Là, on ne parle pas ni de green bashing ni autre chose. Et ils ne viennent pas chercher de la rentabilité en plus. Parce que c'est des fonds, ça rapporte quasiment pas de dividendes. Hein. Donc je pense que ça illustre bien au bout de la chaîne le comportement de consommateurs qui sont quand même dans cette logique-là. D'ailleurs, beaucoup de jeunes viennent. Par contre, je rebondirais sur ce que disait tout à l'heure Émeric. On a entre les producteurs, que ce soit des gros producteurs comme Moody ou des petits producteurs comme nous, et l'épargnant final ou l'investisseur final, des courroies de transmission qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait opérants. Et vous parliez de conseillers tout à l'heure et de la pédagogie auprès des conseillers. Alors quand on est conseiller dans nos métiers, c'est les conseillers en gestion de patrimoine et apparentés, voire les conseillers bancaires. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, parce qu'entre le conseiller bancaire qui va vendre un peu les produits du moment et le conseiller de gestion de patrimoine qui, lui, est plus rémunéré à vendre des produits qui rapportent plus, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait aussi durables que ça, bah là, il y a la quadrature du cercle à faire. Mais c'est là où le pilotage, les dirigeants, les actionnaires doivent aussi mettre leur influx pour aller dans le bon sens. Ouais. Je confirme. C'est sûr que au départ, c'est une catégorie, les conseillers financiers, hein, qui sont en déficit de formation sur ces sujets et qui, du fait du constat du ralentissement sur le sujet de la durabilité, se donnent bonne conscience en regardant ce qui se passe et en n'étant pas forcément actifs. Donc c'est à tous les acteurs aussi de se mobiliser en disant mais non, on n'a pas laissé le train s'arrêter et c'est une problématique qui est persistante avec tous les risques dont on vient de parler et qui a tout son sens dans l'investissement de vos clients. D'ailleurs, regardez, si on regarde les statistiques, hein, d'une année à l'autre, les statistiques de la FIR notamment, les 50%, alors ça varie toujours un petit peu entre 50 et 60, mais c'est toujours là. Et donc, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des conseillers qui me disent « Oui, mais moi, j'ai 2 ou 3 clients qui m'en ont parlé. » Oui, mais vous en avez parlé à combien de clients, en fait? Et c'est ça, le sujet. Donc, il faut... Enfin, voilà, bon, c'est notre mission, nous, en tout cas, c'est d'apporter tout le bagage nécessaire pour le faire. Qui dit transition dit nouveau modèle économique, notamment, par exemple, dans le secteur énergie, dans le secteur agroalimentaire. Donc ça, c'est vecteur de croissance. Pour en revenir au rapport Drahi, simplifier tout ce qui est la capacité de ces sociétés à se financer, à passer à l'échelle, oui, c'est une bonne chose. La mise en garde que je ferais, pour en revenir à la question du détricotage des normes comptables
et notamment de la taxonomie, c'est que si on n'a plus un reporting harmonisé sur la façon dont on quantifie un bénéfice environnemental d'une nouvelle manière de produire de l'énergie ou de produire de la nourriture, ça veut dire que la société qui veut pouvoir se faire financer va devoir financer une due diligence propre, sans pouvoir se référer à des normes comptables pour justifier auprès de ses investisseurs son bénéfice environnemental. Ça veut dire une augmentation des coûts de transaction. Et donc ça, c'est une mauvaise simplification, c'est une mauvaise vision de la simplification comme vecteur de croissance, puisque ça réduit l'accès des sociétés innovantes et des nouveaux modèles économiques au capital et donc au financement. Merci à tous.